Bonjour à tous. Voilà, merci de rejoindre notre webinaire aujourd'hui qui va parler de la French Perspective on the Renewable Heating and Cooling Market. Alors, le titre officiel est en anglais, donc tout simplement parce que cet événement s'inscrit dans une série de tables rondes nationales organisées par la plateforme européenne des technologies et innovations pour le chauffage et le refroidissement renouvelable, donc qu'on appelle aussi RHC et TIP. Et donc, cette plateforme vise à engager des parties prenantes nationales dans un dialogue sur la transition en cours sur le chauffage et le refroidissement dans leur pays. Et elle est également à l'origine d'une série de rapports récurrents, mais aussi donc d'événements, de webinaires. Euh, donc, l'idée ici est de rapprocher différents acteurs régionaux, locaux et des experts de la géothermie, des réseaux de chaleur et de froid de la biomasse pompe à chaleur solaire thermique pour échanger sur leur vision du chauffage et d'un refroidissement 100% renouvelable dans leur région et pays respectifs et de donc partager aussi sur des retours d'expérience réussis. Donc aujourd'hui, nos speakers vont aussi présenter certains exemples. Euh, donc ici, je vais juste passer prochaine slide. Donc voilà, donc aujourd'hui nous allons plus précisément nous concentrer sur le cas de la France. Et donc présenter donc aussi d'un côté les technologies, mais également l'aspect plus politique publique qui encourage donc le développement de ces différentes technologies. Alors, un point important à mentionner avant cette session, c'est que la session va se concentrer sur la chaleur et le froid en général, parce que c'est l'objectif de cette plateforme, mais comme c'est Heat and Power et DHC Plus qui organisent ces événements plus précisément, certaines des présentations ici vont aussi se concentrer plus précisément sur les réseaux de chaleur et de froid, tout simplement parce que c'est le secteur de DHC Plus et de Heat and Power. Mais ça n'empêche que l'idée est d'avoir les réseaux de chaleur et de froid, c'est une des solutions, mais l'idée est d'avoir une vision plus globale aussi. Donc, je vais rapidement passer à l'agenda. Alors, je vais commencer par apporter un petit peu de contexte avant les différentes sessions et donc d'expliquer un peu l'état de la chaleur et du froid en France, mais aussi donc ce cadre français dépend aussi d'un cadre plus large mondial et européen que sur lequel je vais m'attarder un tout petit peu également. Alors, au niveau des présentations, nous allons commencer, et ça résonnera avec ma première présentation, par la présentation de Auguste Rams de la FEDEN, qui nous apportera un éclairage sur le marché des réseaux de chaleur et de froid en France. Donc, Auguste Rams est secrétaire général du syndicat de FEDEN, réseau de chaleur et de froid, et joue un rôle clé dans la promotion et le développement de ce système. Et il a aussi une implication forte avec des parties prenantes plus générales, donc tout ce qui est national et européen, donc pour promouvoir ces innovations. Ensuite, Nora Megder de Veolia approfondira la question des réseaux de chaleur et de froid, mais avec un focus plus particulier sur la biomasse. Alors, Nora est diplômée de Sciences Po en affaires publiques et elle possède plus de 10 ans d'expérience dans le secteur de l'environnement, à la fois en fédération et en entreprise. Et depuis 2024, elle est responsable des affaires publiques France et Europe chez Veolia, qui donc œuvre pour le développement et la structuration du secteur. Ensuite, nous avons la chance aussi d'avoir Claire Dutilleul de New Heat, qui nous présentera les opportunités offertes par le solaire thermique et le stockage thermique dans la décarbonation du secteur. Claire est chef de projet chez New Heat. Elle a auparavant travaillé pendant 10 ans dans le développement de grands projets photovoltaïques et également œuvré en urbanisme sur les questions d'adaptation des villes au changement climatique. Nous aurons également la chance d'avoir Ekapol, Ekapol Soufanovaropanop, pardon, excusez-moi, de Man Energy qui mettra en lumière le rôle de la géothermie. Donc, c'est vraiment une technologie qui est en énorme développement également pour la décarbonation du marché français. Et donc, Ecapol a une expertise en ingénierie énergétique
qui lui permet aussi d'accompagner les acteurs du secteur dans la mise en place de solutions géothermiques adaptées aux besoins actuels et futurs du marché. Et enfin, nous terminerons par Valérie Laplagne de Uniclimat, qui va nous présenter, qui abordera le rôle stratégique des pompes à chaleur dans la transition énergétique en France. Pompes à chaleur qui, on le verra par la suite, peuvent aussi être connectées à plein d'autres sources euh, renouvelables et donc permettre la décarbonisation du secteur. Alors, Valérie est représentante chez Uniclimat et elle nous partagera son analyse sur le potentiel des perspectives, développement de cette technologie. Donc voilà, ce webinaire ensuite se terminera par une présentation des futures mesures. Ensuite, je présenterai rapidement les futures mesures législatives en France, donc qui feront écho à ma première partie, mais vraiment les mesures plus concrètement sur comment la France prévoit de, d'incentiviser ces différentes technologies. Et ensuite, nous passerons à une séance de session questions-réponses et table ronde modérée où nos différents euh, où les personnes présentes dans ce call pourront également intervenir et poser leurs questions. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc concernant l'état des lieux de la chaleur et du froid en France, comme j'ai dit, je vais donner un cadre un peu plus général ici, mais toutes ces évolutions du cadre législatif français dépendent réellement sont aussi drivées par tout ce qui se passe en Europe. Et comme vous le savez peut-être, on a des objectifs qui sont en plein développement et dont cet objectif de 55% d'émissions, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 pour 2030. Ensuite, l'idée est également d'atteindre 42,5% d'énergie renouvelable dans la consommation finale et d'améliorer l'efficacité énergétique de 11,7% par rapport aux projections de 2020. Donc, il y a aussi pour l'instant une loi, donc l'idée de faire entrer un objectif pour 2040 qui, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais pour l'instant, prévoit d'arriver jusqu'à moins 90, moins 90 pour d'ici 2040. Donc, a priori, c'est ce que les politiciens européens souhaitent faire. Alors, ces objectifs-là on les retrouve dans différentes législations qui vont permettre d'atteindre ces objectifs, donc notamment la loi climat, qui donne aussi qui oblige notamment les États membres d'avoir des plans nationaux énergie-climat. En France, on l'appelle le plan national intégré énergie-climat. Et du coup, c'est comme les targets au-dessus sont globales, donc il n'y a pas pour l'instant d'objectif. C'est partagé entre tous les États membres. Il n'y a pas d'objectif précis pour les États membres et c'est ce que cette loi européenne essaye de faire, entre autres avec la Effort Sharing Regulation, on verra en dessous. Il y a également aussi une directive énergie renouvelable qui a pour but d'accélérer le développement des énergies renouvelables et aussi la directive efficacité énergétique dont le but est de réduire la consommation d'énergie et le système d'échange de quotas d'émissions ETS donc pour renforcer le marché carbone avec des extensions au secteur du transport et du bâtiment aussi. Et bientôt, également en 2026, il y a une révision qui est prévue pour potentiellement intégrer d'autres secteurs. Donc voilà. Alors, comment est-ce que tout ça se traduit en France? Donc, dans le fameux plan national intégré énergie-climat, la France, en général, donc dans ce plan-là, elle traduit ses propres lois qui sont impactées par les lois européennes. Mais donc, dans ce plan-là, elle écrit un peu comment ces plans nationaux prévoient d'atteindre ces objectifs. Et donc, ici, par exemple, on voit donc ici, il y a deux lois principales, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie et également la stratégie nationale bas carbone. Donc ici, cette première stratégie de la France présente les priorités d'action des pouvoirs publics en matière d'énergie pour les 10 prochaines années, avec des objectifs intermédiaires tous les 5 ans. Donc la prochaine sera de 6 ans, simplement pour matcher avec les cibles européennes.
Mais ensuite, ce sera de nouveau sur 5 ans, c'est pour l'adapter. Donc, ce programme vise à réduire la consommation énergétique, promouvoir les énergies renouvelables, garantir la sécurité d'approvisionnement et maîtriser les coûts. Les objectifs majeurs, c'est bien sûr aussi de sortir des énergies fossiles progressivement. Ensuite, on va le voir, mais je vais le décrire plus en détail par après. Mais donc, il faut aussi savoir que cette programmation pluriannuelle est en cours euh, elle est pour l'instant en cours d'analyse et elle n'est pas finalisée. Donc là, c'est la version 3 que je décrirai par après. Mais donc, l'idée est d'avoir une décroissance rapide des énergies fossiles, un développement des énergies renouvelables, la relance du nucléaire aussi, dont 6 nouveaux réacteurs et l'adaptation des réseaux énergétiques pour intégrer des nouvelles sources de production. Donc ça, c'est un des points principaux qu'on va aborder aujourd'hui. Et aussi un soutien aux ménages et aux entreprises. Et donc, la deuxième, donc pour cette stratégie nationale bas carbone, c'est aussi, du coup, c'est une feuille de route française pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Euh, et donc, elle a été instaurée en 2015. Et l'idée ici, elle est de définir des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre, qu'on appelle ici des budgets carbone dans cette loi. Et donc, l'idée de ne pas dépasser une certaine limite. Et chaque budget est réparti par grand secteur et par secteur d'activité et par catégorie de gaz à effet de serre aussi. Et ces budgets carbone sont également établis tous les 5 ans et sont exprimés en millions de tonnes de CO2 équivalents. Et du coup, cette stratégie est également en cours d'observation pour l'instant. Et l'idée est de mettre l'accent sur la sobriété et l'efficacité énergétique, décarboner l'industrie, le transport, le bâtiment et l'agriculture, faire un développement massif des énergies renouvelables, la sortie progressive des énergies fossiles, renforcer l'absorption de carbone. Donc ça peut être de différentes façons, bien sûr, et la prise en compte des impacts socio-économiques aussi. Donc, maintenant, je vais juste rapidement vous parler de l'état des lieux pour l'instant de la chaleur et du froid en France. Donc, dans les dernières analyses des précédents plans, pour voir où la France en est. Donc, on compte environ 60% de la chaleur produite en France provient encore d'énergie fossile, donc du gaz, du fioul et du charbon. Donc, ça, c'est malgré que la tendance soit à la baisse. Ensuite, la transition vers les sources renouvelables progresse, mais la dépendance au gaz reste forte, surtout d'ailleurs dans le secteur du chauffage résidentiel et industriel. Pour les chaleurs renouvelables, le développement est assez insuffisant en ce moment. Donc on parle donc la chaleur renouvelable représente environ 20% de la consommation de chaleur en 2022 et les objectifs fixés étaient de 38% en 2030. Et les principales sources de chaleur, on va les voir aujourd'hui, mais donc on parle de biomasse, de pompe à chaleur, géothermie et solaire thermique, et la chaleur fatale, bien sûr. Ensuite, du coup, le froid renouvelable, mais c'est pas forcément on en parlera aujourd'hui un peu plus tard. Donc, voilà. J'aimerais bien maintenant laisser la parole du coup à Auguste qui va présenter un peu plus spécifiquement le marché des réseaux de chaleur en France. Donc voilà. Merci beaucoup, Auguste. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Oui. Bon, merci pour cette invitation. Donc, je me représente rapidement, Auguste Rams, secrétaire général du syndicat FEDEN Réseau de chaleur et de froid. Donc, c'est un syndicat qui représente justement les gestionnaires de réseaux et qui représente leurs intérêts, enfin les intérêts de la filière au niveau national et européen. Au niveau justement de syndicat FEDEN Réseau de chaleur et de froid, on est notamment en charge d'une enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid. Donc c'est une enquête reconnue d'intérêt général avec un caractère obligatoire qui est piloté par le SDES. Donc c'est le syndicat de la donnée des études statistiques qui appartient au ministère de la Transition énergétique. Et justement, dans le cadre de cette enquête, on va analyser un peu le panorama qu'on va avoir au niveau des réseaux de chaleur et de froid annuellement au niveau national. Peut-être rapidement pour présenter, avant de passer à la prochaine slide, les réseaux de chaleur. Voilà, un réseau,
de chaleur, c'est, on va dire, un système de distribution de chaleur avec une production centralisée qui va permettre, via des canalisations enterrées sous nos trottoirs, sous nos routes, de desservir en chaleur les différents bâtiments, que ce soit des bâtiments résidentiels, tertiaires ou encore industriels. Et justement, bah, l'intérêt de ces réseaux, c'est qu'on va avoir une production centralisée qui va notamment intégrer en grande partie des énergies renouvelables, donc décarbonées. Donc voilà, là vous pouvez voir sur cette slide les chiffres clés justement de l'enquête 2024, donc les qui se base sur les chiffres fin 2023. Vous avez un total de 1000 réseaux qui ont été reconnus en fin 2023 et qui représentent environ 7500 km de réseau avec des livraisons de chaleur d'environ 30 TWh corrigés des climatiques. Donc, il faut savoir qu'à l'échelle française, ça représente, on va dire que 5% des livraisons de chaleur et de froid. Et au total, ces réseaux, ils desservent environ 50 000 bâtiments partout en France. Voilà pour cette partie. Et maintenant, concernant les réseaux de froid, je me passe à la slide suivante. On a un total de 43 réseaux de froid à travers la France, qui se situent principalement dans les grandes métropoles, et qui ont permis de livrer au total 1 TWh de froid, principalement à des bâtiments tertiaires. Donc, ce qui va être alimenté, ça va être notamment des bureaux, des musées. Et on retrouve notamment ces réseaux, comme je disais, dans les grandes métropoles telles que Paris, Lyon, Marseille ou encore Montpellier. Maintenant, on va parler du mix énergétique qu'on va avoir au niveau des réseaux. Je me passe à la slide suivante. Donc, comme je vous disais, l'intérêt des réseaux, c'est d'avoir une production qui est centralisée et justement d'utiliser différentes énergies renouvelables. Donc, les principales énergies qui sont utilisées vont être notamment la chaleur fatale issue des UVE, donc des unités de valorisation énergétique, donc les incinérateurs de déchets. On va pouvoir justement récupérer cette chaleur et alimenter donc d'autres industriels ou directement des logements résidentiels. En termes d'énergie renouvelable aussi, on va avoir en deuxième position la biomasse, qui est très utilisée, qui permet notamment de décarboner aussi des réseaux dans des milieux ruraux. On va avoir justement des réseaux qui vont alimenter seulement quelques bâtiments. Et là, on va pouvoir installer une petite chaufferie alimentée par de la biomasse pour justement décarboner ces territoires. On va bien sûr avoir d'autres énergies telles que la chaleur fatale, là aussi issue des industriels. Rentre dedans aussi tout ce qui est data center ou chaleur fatale issue aussi des steppes, c'est-à-dire sur les stations d'épuration, on va pouvoir récupérer la chaleur des différentes boues pour justement là aussi chauffer des bâtiments. Et on va avoir aussi une grande partie géothermie, donc qui n'est pas possible dans toutes les régions de France, mais qu'on va sûrement notamment retrouver en Île-de-France, dans le bassin aquitain, ainsi qu'en Alsace pour la géothermie profonde, qui consiste justement à récupérer de la chaleur à des profondeurs d'environ plus d'un kilomètre, voire 2 kilomètres sous terre. Et on va avoir aussi bien sûr la géothermie de surface avec l'utilisation des pompes à chaleur qui va permettre de rehausser les températures et d'alimenter nos réseaux. Et bien sûr, il reste une partie fossile, donc notamment avec du gaz naturel et encore un peu d'énergie fortement carbonée. Donc là, vous voyez que le fioul et le charbon représentaient fin 2023 seulement 1% du mix énergétique. Il faut savoir que c'est un net recul depuis ces dernières années. On avait près de 10% de fioul lourd ou de combustible fortement carboné encore il y a quelques années. Et comme vous pouvez le voir, depuis 2012, on a fortement décarboné les réseaux. Et aussi, ces réseaux se sont multipliés. En 10 ans, on a eu presque un doublement du nombre de réseaux. On est passé de 500 réseaux à aujourd'hui près de 1000 réseaux en France. Et on a aussi doublé les livraisons de chaleur par les énergies renouvelables. Voilà, donc ça reste une belle avancée pour atteindre les objectifs qui sont fixés par la PPE, qu'a un peu introduit Victoria tout à l'heure. Il faut savoir qu'en 2030, on a un objectif de 75% d'énergie renouvelable qui va monter jusqu'à 80% en 2035. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante.
Donc justement pour faire un peu un petit focus sur les objectifs nationaux. Donc aujourd'hui la PPE3 n'a pas encore été finalisée, publiée, mais voilà, aujourd'hui les chiffres qu'on a qui devraient, les objectifs qui devraient rester constants au niveau des réseaux de chaleur. Comme je disais, on va avoir des taux d'énergie renouvelable au sein des réseaux qui vont devoir atteindre 75 et 80% pour les années 2030 et 2035, et avec, selon des différents seuils, euh, de quantité de chaleur livrée. C'est-à-dire que pour 2035, on devrait au moins doubler les livraisons d'énergie renouvelable, et pour 2035, on devrait tripler ces livraisons. Donc pour cela, il faut raccorder de plus en plus de bâtiments au réseau existant, donc avec des densifications ou des extensions des réseaux, mais aussi créer de nouveaux réseaux, notamment dans des petites ou moyennes villes, ainsi que dans des agglomérations, mais qui disposent généralement déjà de réseaux. Et bien sûr, décarboner, donc sortir encore plus des fossiles, donc enlever, justement, remplacer nos réseaux existants alimentés par du gaz ou par encore quelques fuels lourds, les remplacer par des énergies renouvelables que je vous ai présentées tout à l'heure. Et concernant le froid, là aussi, c'est un peu une première au niveau des politiques françaises. Est-ce qu'on a des réels objectifs qui ont été présentés au niveau des livraisons de froid par des réseaux de chaleur? C'est aussi des objectifs qui rentrent dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique. On voit que c'est un intérêt qui a vraiment été relevé lors du dernier PNAC, où on voit que les réseaux de froid permettent justement répondre parfaitement aux problématiques qu'on peut avoir à cause du changement climatique, et notamment des îlots de chaleur dans les villes. Et donc là aussi, on a des objectifs qui ont été fixés, où on vient à doubler, voire tripler les objectifs de livraison de froid par les réseaux d'ici 2030 et 2035. Pour terminer, je vais vous présenter un petit exemple donc de réseau de chaleur. Donc, comme je disais, il y a beaucoup d'énergies qui sont présentées, qui sont possibles, imaginables avec des réseaux. On peut aussi mutualiser différentes énergies renouvelables, c'est-à-dire avoir, par exemple, de la biomasse avec de la géothermie, des pompes à chaleur. Il y a un mix assez divers qui est possible. Et bon, là, j'ai décidé de présenter une énergie qui ne va pas être présentée pendant la suite de cet événement, qui est notamment les unités de valorisation énergétique. Donc là, vous pouvez voir par exemple un projet dans l'Oise, où justement on va avoir donc cet incinérateur qui va permettre justement de récupérer la chaleur au niveau des déchets, de l'incinération des déchets, récupérer cette chaleur sur les fumées, et on va pouvoir justement alimenter, donc là, on va un total de 4 communes, soit près de 13 000 équivalents logements, ainsi qu'une plateforme chimique, donc un industriel qui se situe là aussi à proximité. Donc il y a vraiment un intérêt, on voit des fois, à mutualiser les potentielles ressources qu'on va avoir sur le territoire avec les possibles consommations qu'on va avoir au niveau résidentiel ou industriel tertiaire. Voilà, c'est tout pour moi. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Parfait. Merci beaucoup, Auguste. Et effectivement, c'est très bien de rappeler que, et ça va être aussi adressé tout au long des présentations, cette nécessité de s'accrocher aux ressources locales. Et effectivement, l'incinération des déchets est très utilisée en France et très, très utile. Euh, donc voilà, un grand merci d'avoir mentionné cet exemple, en tout cas. Je vais laisser la parole maintenant à Nora, qui va nous présenter un peu plus en profondeur la question de la biomasse et son potentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci Victoria et Auguste pour cette parfaite transition, parce que je pense que finir sur les UVE dans ta présentation pour ensuite parler de Veolia, c'est parfait. Peut-être sur la slide suivante, très rapidement, présenter le groupe Veolia, que vous connaissez sans doute tous, mais voilà, très très rapidement pour dire qu'on est un groupe international avec près de 218 000 collaborateurs dans le monde et une empreinte, on va dire, sur les sujets environnementaux qui est assez globale, et une vision systémique aujourd'hui de la transformation écologique. Donc à la fois sur les métiers de l'eau,
des déchets et l'énergie qui représente à peu près un peu moins d'un tiers du chiffre d'affaires du groupe au niveau mondial et qui est, j'ai envie de dire, une composante extrêmement importante de la stratégie de développement aujourd'hui qui est la nôtre et qui s'appelle Green Up, qui a été présentée l'année dernière par la directrice générale de Veolia. Donc, on a, nous, cette vision aussi effectivement très territoriale, même si on est un groupe international. Et j'ai la difficile tâche de vous présenter aujourd'hui le sujet biomasse. On pourrait, je pense, y passer des heures et des heures. Mais voilà, néanmoins, très rapidement, et encore merci Auguste, puisque tu vois, j'ai aussi repris les éléments FEDEN pour la zoomer sur la biomasse dans les réseaux aujourd'hui. Donc, c'est forcément, et tu l'as dit, une énergie renouvelable importante actuellement. Et pour la suite aussi, on le verra, même si les débats sont vifs. Sur les 1000 réseaux que tu as présentés tout à l'heure, Auguste, il y en a à peu près 70% qui utilisent aujourd'hui la biomasse. Et en regardant un peu plus là en détail en France sur la diversité des réseaux qui sont exploités par les différents acteurs économiques, cette réalité de la biomasse, elle est encore plus vive dans les territoires ruraux et pour les petits réseaux, où la biomasse, elle peut là aller jusqu'à 50% du mix énergétique dans ces territoires-là. Donc, c'est vraiment un enjeu important et c'est sur lequel on va zoomer. Donc, c'est effectivement un sujet d'actualité. Si on peut passer à la slide d'après, il y a eu énormément de travaux qui ont été menés ces dernières années. On va dire avec 2022-2023. On peut revenir sur le slide d'après. Voilà. Non, sur la numéro 3, je crois, de mémoire, c'est un sujet d'actualité. Où on a donc des travaux qui ont été menés par différentes instances. En France, on a effectivement, et Victoria l'a présenté, la programmation pluriannuelle de l'énergie et la stratégie nationale bas carbone, qui donc font encore l'objet de débats. Il y a des consultations qui ont été faites à la fin de l'année 2024. La question de la biomasse, finalement, elle est questionnée à chaque fois. Et c'est également le cas dans le cadre des travaux du secrétariat général à la planification écologique, qui donc est une instance qui est aujourd'hui placée sous l'égide du Premier ministre en France et qui s'est attelée à une tâche difficile qui s'appelle le bouclage biomasse, et j'y reviendrai. Il y a aussi un rapport de différentes inspections dans les grandes administrations qui a été mené, qui date de 2023, mais qui a été publié en novembre 2024, si je ne me trompe pas, et dont l'une des conclusions sur la biomasse, c'est qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et finalement, c'est là-dedans aussi que les travaux du SGPE s'inscrivent. Si on peut aller sur la slide d'après, encore d'après, si c'est possible, encore, ça c'est donc le sujet d'actualité, voilà. Donc ça, c'est, c'est pas pour commenter tous les chiffres, parce que je pense qu'on pourrait y passer des heures. C'est juste que c'est un premier travail de cartographie des flux. Et d'ailleurs, une des conclusions du rapport interministériel dont je vous ai parlé précédemment, c'est qu'il y avait un sujet de méconnaissance de l'état des lieux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de données. Il y a des données qui sont en plus sous des mesures différentes, ce qui fait que la comparaison sur le sujet biomasse, c'est pas aisé. Et donc, c'est pour ça que quand on veut regarder ensuite les trajectoires, là, le débat devient encore plus vif, parce qu'une des conclusions, mais à la fois du SGPE et des différentes inspections ministérielles, c'est qu'il faut réfléchir à une hiérarchie des usages. Si on peut passer au slide d'après, c'est donc ce document de travail qui date de l'été dernier du SGPE, où on va venir voir finalement dans les différents usages ce qui va pouvoir être fait. Je ne sais pas si c'est possible du coup de passer à la slide d'après. Donc une mise à jour des besoins, le déficit qui est identifié, et sur la slide d'après, parce que je voudrais accélérer un petit peu, on a donc cette présentation du SGPE des différentes manières dont on pourra prioriser finalement les usages de la biomasse. Et là, les réseaux de chaleur sont bien cités. Si c'est possible d'aller juste à celle d'après. Vous verrez, donc il y a celle juste d'après, si on peut avancer dans la présentation. C'est parfait. Donc, sur les usages qui sont à considérer en priorité, d'autres qui sont à considérer cette fois-ci plutôt sous condition, et d'autres dont le développement est plutôt à modérer.
Et si vous regardez donc nos fameux réseaux chaleur, puisque c'est le thème aujourd'hui, on va rezoomer sur les réseaux, on est bien dans les usages à considérer en priorité par le GPE. Même si vous voyez bien qu'il y a une petite nota en bas du document, que tout ça était interprété bien sûr avec un certain recul. Suite à ces travaux, il y a aussi l'ADEME qui a commencé à travailler, si on peut passer sur la slide d'après, à ce qu'on va appeler la concrétisation finalement de ce merit order, et qui est un des exemples aujourd'hui de la manière dont une hiérarchie aujourd'hui qui n'est pas tout à fait ancrée, hein, bien sûr, parce qu'on n'a pas encore la PPE, on l'a dit, on n'a pas encore la SNBC, eh bien, elle vient quand même impacter les opérateurs économiques que je représente là, ou les collectivités qui viennent financer ensuite ces différentes actions, puisque vous le voyez bien là dans ce document-là de l'ADEME, le fameux NR choix, et d'ailleurs c'est reflété dans les différentes décisions qui ont été prises la fin d'année sur notamment le fonds chaleur, qui vient revoir les règles sur la biomasse pour les réseaux, avec un certain nombre de conditions pour rendre l'accès biomasse plus difficile sur les territoires. Et vous voyez bien ici que sur la partie biomasse, on est tout en bas, et que c'est vraiment le dernier recours selon ce NR choix. Donc, on est un petit peu au milieu du gué, j'ai envie de dire, en France sur ces questions-là. Il y a un groupement d'intérêt scientifique qui a été officialisé dernièrement. Et dans ce GIS, il y a une instance de dialogue qui a été mise en place. Et ça, c'est en tout cas, je pense, plutôt positif, puisque si on peut passer sur les slides d'après, finalement, le message pour réfléchir au potentiel de la biomasse et quelle perspective aujourd'hui on peut adresser sur ce sujet complexe, c'est que forcément la biomasse, et Victoria aussi l'a dit, fait partie d'un mix. Et donc, c'est sans doute sur cette vision locale qu'il faudra regarder sur mesure quels sont les usages qui sont prioritaires ou pas, et finalement, quel usage fait le plus de sens. Est-ce qu'on n'a pas un peu de biomasse à côté et la chaleur fatale d'une UVE de l'autre, des process industriels pas très loin, aujourd'hui les enjeux autour du développement des data centers. Et finalement, c'est vraiment sur cette vision systémique qu'il faut adresser le sujet. Si je résume un peu sur la biomasse, et ce sera un peu mon mot de conclusion, je pense que la trajectoire, elle est nécessaire. Moi, je représente aujourd'hui Veolia, où on a des investissements à faire qui sont importants. Et je pense aujourd'hui que, au-delà des enjeux réglementaires qui ont été présentés et des annonces qui ont été faites récemment au niveau de la Commission européenne, ces trajectoires, elles permettent aussi aujourd'hui aux acteurs privés comme Veolia d'investir concrètement et d'aller beaucoup plus vite, puisque les enjeux, je ne vais pas le redire ici, sont forcément prégnants au niveau géopolitique, mais aussi avant tout dans chacun des territoires. Donc voilà, donnons de la visibilité, co-construisons ensemble des modèles qui fonctionnent bien. Et ensuite, en tout cas, Veolia, mais je pense que bien d'autres aussi, feront en sorte que la décarbonation, elle devienne de plus en plus concrète, et surtout qu'elle s'accélère. Parfait. Un grand merci pour ce mot de la fin. Non, c'est effectivement très intéressant de mentionner ce débat autour de la biomasse qui est fort présent en France, surtout, et de ce cascading principle aussi. Donc, faut savoir que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve à l'échelle européenne et qui est transposé là maintenant, donc de la Renewable Energy Directive. Et, euh, et merci pour ça. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions directement pour Nora, ou il y a toujours possibilité de les poser par après également. Ok. Ok, parfait. Dans ce cas, je vais laisser la parole à Claire Dutiol, qui nous parlera du coup du solaire thermique et du stockage thermique, un sujet très intéressant qui permet aussi, qui est aussi au cœur de l'actualité en ce moment quand on parle de tout ce qui est flexibilité des réseaux électriques, etc. Donc, j'ai hâte d'entendre cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Victoria. Donc, quelques mots tout d'abord sur la société Newit. Alors, on est loin des 218 000 salariés de Veolia. Nous, on est une cinquantaine d'employés basés à Bordeaux. Donc, Newit, c'est une PME, et nous sommes fournisseurs de chaleur renouvelable et de solutions de stockage thermique pour les réseaux de chaleur urbains et les industriels. Donc, aujourd'hui, je vais parler du solaire thermique et des solutions de stockage à destination des réseaux de chaleur et des industriels. Voilà. Alors, le solaire thermique, il recouvre plusieurs technologies qui permettent d'adresser des températures de
moins de 100 degrés jusqu'à 400 degrés à peu près. Donc, je ne vais pas faire un cours de technique sur les différentes technologies, mais au moins vous avez un panel un peu élargi. Donc, on a les capteurs plan vitré, donc qui sont des capteurs les plus répandus, avec une vitre protectrice, hein, un absorbeur foncé de couleur voilà, sombre qui vient capter la chaleur et la transmettre derrière un tube avec un liquide qui circule, qui lui-même transfère sa chaleur via des échangeurs à l'eau qui ensuite va réchauffer des réseaux de chaleur urbains ou des procédés industriels. On a juste en dessous les capteurs tubulaires sous vide. Donc là, on a des tubes en verre sous vide donc qui permettent de minimiser les pertes thermiques et qui offrent un meilleur rendement, particulièrement en climat froid, mais qui sont plus fragiles. Ensuite, on a les technologies avec concentration, les collecteurs à miroirs cylindro-paraboliques. Donc là, on a des miroirs qui sont incurvés et qui concentrent en fait la lumière sur un tube absorbeur qui est situé au centre. Et donc, ils peuvent être utilisés pour la production de chaleur industrielle. Donc là, on parle de niveaux de température assez élevés et également de production électrique. Et enfin, donc les miroirs de Fresnel linéaires. Donc là, c'est une série de miroirs qui sont plats et qui concentrent elles aussi la lumière sur un absorbeur linéaire. Et donc, on a des réductions de coûts par rapport à des paraboles classiques. Mais on voit que là, on est sur des systèmes aussi de production qui prennent de la place. Et ça, on pourra revenir dessus. Donc, en gros, le solaire thermique, c'est pas que pour des installations individuelles, des habitats individuels. Ça peut être des productions de chaleur à grande échelle pour viser plusieurs gigawattheures par an, plusieurs dizaines de gigawattheures par an, selon les besoins des industriels ou des réseaux de chaleur urbains. Et ce, pour des gammes de température, donc de moins de 100 degrés jusqu'à 400. Sachant qu'en France, en tout cas, 75% des besoins de chaleur, c'est des besoins de température de moins de 100 degrés. Donc, on est plutôt sur des technologies les plus simples, les moins coûteuses, les plus robustes à mettre en place, c'est-à-dire les capteurs plans vitrés. Donc, quelques avantages du solaire thermique. Effectivement, comme je le disais, le solaire thermique nécessite de la place, puisqu'on vient mettre en place des capteurs solaires thermiques, préférentiellement au sol, puisque aujourd'hui, sur toiture, pour l'individuel, on n'est pas sur les mêmes types de capteurs que des capteurs qui sont des grandes installations solaires thermiques et qui sont à peu près 2 fois plus lourds qu'un panneau photovoltaïque, qui produit, lui, de l'électricité. Donc, quand on parle de grandes installations solaires thermiques, on parle plutôt d'installations au sol. Néanmoins, donc, le Danemark, qui est pionnier dans les centrales solaires thermiques au sol, donc, on fait des ratios qui sont sur la gauche du slide, qui nous permettent de voir que pour produire à peu près la même quantité d'énergie, les superficies justement de solaire thermique, photovoltaïque et biomasse. Donc, en fait, on a un rapport déjà de 4 entre la production solaire thermique et le photovoltaïque. Alors, on n'est pas sur les mêmes vecteurs d'énergie, on parle de chaleur et d'électricité. En tout cas, un panneau photovoltaïque, un panneau thermique, pardon, au mètre carré, il est 4 fois plus performant qu'un panneau photovoltaïque. Et par rapport à la biomasse, alors ça dépend effectivement de quelle biomasse on parle et ce qu'on utilise pour produire ce gigawattheure de chaleur, mais on a des superficies qui sont nécessaires, qui sont aussi également importantes. Le solaire thermique, c'est une source d'énergie illimitée, gratuite et locale. C'est pour ça d'ailleurs que, effectivement, pour revenir sur ce TNR choix de l'ADEME, la géothermie et le solaire thermique sont placés dans les énergies qu'il faut regarder dans un premier temps. Il n'y a pas de dépendance à l'égard d'autres ressources naturelles. Donc le soleil, on l'a dit, est gratuit. Et il existe aujourd'hui des fabricants d'équipements français et européens qui peuvent être en mesure de produire des grandes quantités de panneaux solaires thermiques. Ensuite, le diagramme présente le bilan carbone de différentes sources de production d'énergie. Il a été réalisé en fait sur une de nos centrales, qui est la centrale solaire thermique de Narbonne, donc sur un réseau de chaleur qui est situé dans le sud-est de la France.
Et donc là, ce bilan carbone détaillé montre que donc, le bilan carbone du solaire thermique est plutôt très favorable par rapport aux autres moyens de production, et bien sûr que le gaz en premier lieu. Enfin, le solaire thermique est une technologie sans combustion, au même titre que la géothermie. Et donc, il n'y a pas d'impact sur la qualité de l'air en phase d'exploitation de ces centrales-là, et donc, ni d'impact sur le trafic routier, pas d'impact sonore. Alors, l'impact visuel, là, c'est assez subjectif. L'impact visuel de ce type de ce type d'installation. En tout cas, on n'est pas sur des hauteurs qui sont importantes. Et donc, lorsque l'on étudie la localisation de nos centrales solaires thermiques, bien sûr, on veille à ne pas avoir de conflit d'usage sur les parcelles qui sont dédiées à cette production d'énergie renouvelable. Et donc, sur nos centrales en exploitation, il y a eu une valorisation de terrain qui n'était pas valorisé par la collectivité. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Quels sont les facteurs de compétitivité du solaire thermique? Tout d'abord, l'importance des besoins qui sont adressables. Donc, est-ce qu'on vient couvrir comme consommation? Puisque, comme tout projet, il y a des effets d'échelle avec des coûts fixes qui sont absorbés par des plus grandes installations. Des petites installations solaires thermiques seront moins compétitives que des grandes, pour le dire plus simplement. Les niveaux de température de besoin sont aussi également très importantes, puisque en fait, les températures de consigne, c'est-à-dire la température à laquelle on va vouloir sortir la chaleur, plus elle est basse, plus on va pouvoir adresser de chaleur avec le solaire thermique. Et on a aussi la notion de delta T, donc entre la température de consigne et la température de retour, les températures froides qui arrivent dans les capteurs. Et bien en fait, les capteurs thermiques sont assez sensibles à ce delta T et aux températures de retour. Ils sont d'autant plus efficaces qu'on va injecter des températures froides dans les capteurs. Pour vous donner un peu des ordres de grandeur, euh, si on augmente de 10 degrés ce delta, donc la différence entre les températures chaudes et les températures froides d'un réseau de chaleur ou d'un industriel, eh bien, on va augmenter le productible de près de 25%. Et si on baisse les températures de besoin, de consigne de la chaleur de 10 degrés, eh bien, on va augmenter de 10 à 15% la production. Donc, ces niveaux de température sont également extrêmement importants, et c'est d'autant plus un sujet qu'en France, les réseaux de chaleur urbains, en tout cas, ont des températures de consigne qui sont assez élevées par rapport à d'autres pays européens. Bien sûr, on parle de solaire thermique, donc l'ensoleillement joue également un rôle important. Néanmoins, il est vraiment à mettre en perspective avec les niveaux de température dont j'ai parlé, puisqu'en fait, on va avoir des productivités qui vont pouvoir être équivalentes à Saint-Nazaire avec des réseaux de chaleur urbains avec des températures qui vont être très basses, qu'à Martigues avec des températures de consigne de 90 à 95 degrés en hiver. Et puis enfin, le prix de référence de l'énergie, bien sûr, tout est relatif, c'est-à-dire on remplace quel type d'énergie par l'énergie solaire. Et donc, c'est ce qui va faire que l'énergie solaire va être compétitive. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant, par exemple, pour des réseaux de chaleur urbains qui vont être alimentés par le gaz en été, puisque la chaufferie biomasse va être arrêtée entre les mois de juin et septembre. Eh bien, le solaire thermique remplace à ce moment-là du gaz, et donc elle est compétitive. Alors, je finis avec deux exemples de centrales solaires thermiques. La première, c'est pour un usage industriel. Il s'agit de la centrale solaire thermique qui a été installée pour un site qui appartient au groupe Lactalis, un site de production de poudre de lait. Donc, les chiffres clés, vous les avez à l'écran. Donc, il s'agit de la plus grande centrale solaire thermique de France, près de 12 mégawatts thermiques installés, une superficie de 5 hectares au sol, une production annuelle d'environ 8 gigawattheures par an. Donc, cette centrale solaire thermique, elle a été mise en service il y a un an et demi.
Et donc, elle permet en fait de préchauffer différents process en fait de l'industriel. En termes pour donner des ordres de grandeur également, en termes d'investissement, CAPEX de ce projet est d'environ 6 millions d'euros. Les OPEX, donc les coûts de maintenance annuels, sont d'environ 75 000 euros par an. Ce projet a été donc financé par Newit, puisque nous rémunérons sur la fourniture de chaleur auprès de l'industriel. On a un contrat de vente et de fourniture de chaleur avec des garanties de volume livré et de température, bien sûr. Et donc, ce projet est subventionné en France par l'ADEME via l'appel à projet qui est dédié sur les grandes installations solaires thermiques et également par la région Grand Est euh, dans le cadre de ces plans de financement. Et je finis par une autre des références de Newit, cette fois-ci sur réseau de chaleur urbain, j'en ai parlé, c'est la centrale solaire thermique du réseau de chaleur urbain de Narbonne, dans le département de l'Aude, qui a été mise en service en 2021. Là, on est sur une centrale plus restreinte, environ 3 mégawatts thermiques installés, ce qui correspond à peu près à 3000 m² de capteurs, une production de 2,3 gigawattheures par an. Et ici, donc, les investissements étaient d'environ 2 millions d'euros et on a des OPEX, donc des coûts de maintenance d'environ 30 000 euros par an pour faire tourner cette centrale. Donc cette centrale, elle est branchée en bout de réseau de chaleur urbain et donc elle vient délivrer la température la chaleur à la température de consigne du réseau. Donc voilà, on est branché en bout de branche. Et donc, j'ai pas insisté là-dessus et peut-être qu'on y reviendra à la fin de la présentation sur des questions solaires de stockage thermique, mais bien sûr, nos centrales solaires sont associées, et on le voit ici, à des unités de stockage, des cuves de stockage. Donc, celle-ci fait 1000 m3 sur Lactalis, sur Lactosol, on est à 3000 m3, ce qui permet en fait de stocker la production solaire de plusieurs jours d'affilée pour pouvoir assurer la continuité du service de fourniture de chaleur. Voilà, je pense que j'ai un peu débordé, donc je vais m'arrêter là. Merci. Pas de souci. Un grand merci, Claire, pour cette présentation et j'essaierai de speeder sur la fin pour mes parties. Mais non, très, très intéressant. J'ai moi-même été présente à l'inauguration de la centrale de Verdun pour Lactalis. Donc, très, très chouette à voir. Et effectivement, il y a toute cette question d'espace où un champ à l'arrière avait dû être loué, etc. Mais voilà, ça fait partie. Et comme expliqué, finalement, c'est plus efficace que certaines autres techniques d'électricité renouvelable, etc., en termes d'espace. Donc voilà, merci beaucoup. On prendra plutôt des questions par après, mais je vais du coup tout de suite laisser la place à Ecapol pour nous parler de géothermie. Voilà, merci beaucoup. Oui, bonjour, merci Victoria et merci à European Power pour l'organisation de ce séminaire. Je présente très rapidement donc Manergie. Donc on est une société d'ingénierie, 450 ingénieurs. On intervient auprès des collectivités, auprès des opérateurs de réseaux de chaleur, auprès des détenteurs de patrimoine de bâtiments et auprès des industriels. À chaque fois, notre travail, c'est de baisser les consommations, donc améliorer l'efficacité énergétique et ensuite de décarboner. Donc là, je vais parler de géothermie, mais on n'est pas que géothermie. On fait aussi de la biomasse, de la récupération de chaleur, du solaire thermique et du stockage. Donc sur la géothermie, slide suivante. Donc voilà une citation de Monsieur François Bayrou à la déclaration de politique générale. On a de la chance sur la géothermie puisque on a une ligne politique qui reste à peu près stable malgré les turbulences budgétaires de la France. Voilà, alors François Bayrou, on a de la chance parce qu'il défend la géothermie depuis déjà un certain temps, et on voit quand même que dans la politique française, c'est quand même assez récurrent et assez stable. Je vais parler donc sur la diapo suivante, donc ENR Choix, donc qui a déjà été abordé par Nora. Donc la géothermie dans ENR Choix arrive quand même assez tôt dans la sélection des ENR, dans ce merit order. D'abord, on a les énergies non délocalisables déjà existantes, donc tout ce qui est récupération de chaleur sur unité de valorisation énergétique, des data centers par exemple, donc ce qui est déjà existant. Et ensuite vient le solaire thermique et la géothermie justement avant la biomasse.
C'est important parce que justement, dans les discussions budgétaires et dans les décisions de l'ADEME, les subventions qui sont accordées à la géothermie, en fait, restent stables, alors que malheureusement, pour la biomasse, elles ont été diminuées. Donc, 2 types de géothermie. La première, c'est à l'échelle plutôt de la ville ou du quartier. Et donc, toujours cette logique de NR Choix, c'est d'abord de mutualiser, donc plutôt à l'échelle de la ville, et ensuite, si ce n'est pas possible, regarder à l'échelle du bâti. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur, donc tout à l'heure, dans la présentation qui était faite, alors je ne sais plus si c'est Auguste ou c'est Nora de la PPE ou Victoria d'ailleurs, je ne sais plus, sur les 10 TWh sur la géothermie. Actuellement, la géothermie donc profonde, plutôt à l'échelle de la ville, on en est à 2,3 TWh. Et la géothermie à l'échelle du bâti, on en est à 4,7. Dans les 2 cas, par rapport à la PPE objectif 2028, on n'atteindra pas les objectifs. Avec une petite différence quand même, puisque à l'échelle de la ville, géothermie profonde, la dynamique est plutôt bonne, même si on n'atteint pas les objectifs. C'est plutôt, alors je dirais pas qu'on est dans une situation exponentielle, mais la dynamique est plutôt bonne. À l'inverse, à l'échelle du bâti, on voit quand même une décélération. Et même si pour 2028, la fourchette basse de la PPE était à 5,2 TWh, même si aujourd'hui on est à 4,7, on sent que ça va être assez poussif. Sur la diapo suivante, donc là, je vais vous parler un petit peu de la géothermie. Alors, Auguste en a déjà parlé. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que le bassin francilien, c'est le premier bassin géothermal au niveau de l'Union européenne. Donc, avec, voilà, sur les 2,3, on a 2 TWh à peu près qui sont produits en Île-de-France. Ensuite, donc, il y a 180 ou 190 gigawattheures en Alsace et 120 à peu près dans le bassin aquitain, et puis une petite opération dans le sud de la France. Donc, ça sont les chiffres 2023-2024. La dynamique, voilà, comme je vous disais au début, c'est la géothermie, c'est quelque chose qui est porté par les pouvoirs publics. Donc, il y a des moyens qui sont mis pour la géothermie. Il y a des programmes, plan national pour développer la géothermie. Donc, l'un des gros risques de la géothermie, c'est tout simplement qu'on ne trouve pas les ressources nécessaires pour cette géothermie. Et donc, il y a des programmes qui sont en cours. Donc, une campagne de mesures qui a été faite l'année dernière en Île-de-France et aussi dans le sud de la France, autour de l'étang de Berre. Donc, les données ont été publiées en tout cas, sans traitement, ont été publiées pour l'Île-de-France, la partie ouest de l'Île-de-France. Et pour l'étang de Berre, ces données seront publiées au 2e trimestre ou au 3e trimestre. Et ensuite, elles seront traitées par le BRGM, qui est le Bureau géologique français. Voilà, donc ça, c'est la géothermie pour produire de la chaleur. On a quelque chose de, on va dire, un peu plus novateur, alors qu'on retrouve beaucoup en Alsace, c'est de la géothermie avec extraction de lithium. Là, on est sur des profondeurs un peu plus importantes. Alors, en France, on dit géothermie profonde. En Île-de-France, on va dire 1500, 2000 mètres. Là, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de pays étrangers, en tout cas, de ce que je peux voir des prénoms et des noms. Voilà, 2000 mètres, souvent, pour les Européens, c'est de la semi-profonde. Là, en Alsace, on se retrouve vraiment de la profonde, puisqu'on est entre 2000 et 3000 mètres de profondeur, des températures plus élevées aussi. Voilà, donc c'est géothermie, production de la chaleur et aussi extraction de lithium. Donc en Alsace, il y a aussi des permis de recherche qui ont été déposés de la même façon en Aquitaine et dans le Massif central. Donc je vais revenir sur la slide suivante sur l'Île-de-France. Donc c'est le premier bassin géothermal européen et donc sur la diapo suivante, pardon. Donc là, ce qu'on voit en rouge, c'est le périmètre en fait de Geoscan, donc les campagnes de mesure qui ont été faites l'année dernière. Alors, les petits points bleus, ce sont les projets avec de réseaux de chaleur avec géothermie que nous on recense sur ce périmètre. Alors, il y en a d'autres qui sont en dehors de ce périmètre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Île-de-France, initialement, on a fait au plus simple. Donc, au plus simple, c'était des températures plus élevées, des débuts plus élevés, donc plutôt dans l'est du bassin parisien. Et là, on a toujours des projets qui sortent, puisque cette année, nous, Manergie, on a lancé des appels d'offres sur des villes comme Ponto-Combo, par exemple, sur Clichy. On travaille sur Champigny aussi, sur Villejuif.
Et ce qu'on voit actuellement, c'est un petit peu une espèce de conquête de l'Ouest avec des projets qui n'existaient pas auparavant, des réseaux qui n'existaient pas auparavant et qui sont à créer. Et donc, on a accompagné plusieurs collectivités, des communautés d'agglomération et un département entier dans les Hauts-de-Seine qui ont décidé de faire des plans à l'échelle de leur territoire pour voir tous les réseaux de chaleur qui étaient à faire en géothermie. Alors, pas seulement en géothermie, mais en grande partie en géothermie. Les grandes conclusions, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais alors, premièrement, la nappe sur laquelle on allait habituellement le Dogger entre 1500 et 2000 mètres de profondeur, ça ne sera pas suffisant pour tout le monde. Donc, il faudra trouver d'autres énergies ou aller de géothermie, peut-être plus profond. Trouver du foncier, donc ça, c'est caractéristique de l'Île-de-France, on n'a pas beaucoup de place. Et puis, nécessité de construire des accords politiques. En France, on a 35 000 communes. Ce sont des petites communes, finalement. Et il faut qu'elles se réunissent pour construire des projets qui en vaillent la peine. Au début, il y a quelques années, enfin, quand je dis quelques années, c'est 2-3 ans qu'on disait bon, on va lancer un projet sur 5 communes. On dit bon, 3 déjà, c'est compliqué, laissez tomber, 5, on n'y arrivera jamais. Et puis là, on est en train de les lancer, donc des appels d'offres qui sont en cours sur 5 communes pour faire des réseaux de chaleur avec géothermie. Donc ça, c'est ce qui se passe sur l'Île-de-France. Voilà, donc le type de projet qu'on voit en Île-de-France et en France, tout simplement. Alors, sur la géothermie profonde, donc plutôt en Île-de-France, c'est des réseaux de chaleur donc sur des villes qui sont existantes, mais avec des nouveaux réseaux de chaleur, puisqu'il n'y avait pas de réseau de chaleur. Donc ça, c'est l'exemple à Pantin, les Lilas, près Saint-Gervais. Donc, il y a plusieurs opérations actuellement de ce type-là. On a des réseaux de chaleur qui sont historiques, qui sont au gaz, haute température. Alors, je crois que c'est Claire qui en parlait tout à l'heure, haute pression. Donc, il faut baisser la température, baisser la pression pour pouvoir mettre de la géothermie. Donc, là aussi, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Sur des villes nouvelles, du type, justement, village olympique, donc qui va être transformé en ville. Donc là, c'est de la géothermie, alors moins profonde, et on peut produire de la chaleur et du froid, puisque là, on va sur des nappes moins profondes, donc avec des ressources qui sont à 14 degrés. Et puis aussi, bien entendu, des projets industriels. Donc Claire en a parlé pour le solaire thermique. Pour la géothermie, c'est possible aussi. Donc ça, c'est un projet qui a été approuvé ce mois-ci, enfin le mois dernier, et qui a remporté. Enfin, nous, on était en assistance à maîtrise d'ouvrage et c'est Dalca et Arverne qui vont faire le projet pour Safran. Ensuite, donc ça, c'est pour la géothermie plutôt profonde. Et ensuite, pour la géothermie superficielle, donc, comme je vous disais, pour l'instant, la dynamique n'est pas forcément très bonne, mais en tout cas, on a des beaux projets qui sortent. Voilà, donc, on dit souvent en France, voilà, le Premier ministre n'est pas d'accord avec le Président de la République. Eh bien là, il se trouve que oui, le Premier ministre est pour la géothermie, et puis le Président de la République a fait de la géothermie. Donc, voilà, directement sur son palais. Donc, voilà, c'est température sur nappe, donc géothermie sur nappe, 16 degrés tout le long de l'année, on fait du chaud et du froid. Donc là, donc voilà, c'est 200 000 installations actuellement en France. Donc on ne va pas passer 200 000 installations, mais voilà, c'était, je pense, un très beau projet sur le palais de l'Élysée. Et puis un deuxième projet, peut-être, tout à l'heure, en fait, dans ENR Choix, je vous mentionnais aussi la possibilité voilà, pour pouvoir financer, c'est aussi de faire de la rénovation énergétique pour baisser les consommations. Donc dans l'exemple suivant, l'idée, c'est de faire les deux. Si on peut passer à la oui, voilà. Donc, avec un marché global de performance, donc énergie avec paiement différé. Donc là, c'est le premier MPGE. Alors, oui, il y a peut-être marché global de performance énergétique. Donc, c'est le premier marché avec paiement différé. Alors, c'est petit. On espère que voilà, ça sera peut-être un premier exemple suscitera d'autres. Donc, pour l'instant, le paiement différé n'est possible qu'avec de la rénovation énergétique. On essaie de pousser pour faire en sorte que des installations renouvelables soient aussi possibles avec du paiement différé, parce que l'un des soucis qu'ont les maîtres d'ouvrage, c'est le financement initial. Voilà, la géothermie, ça coûte un peu plus cher. Après, sur les CAPEX, sur les OPEX, c'est un peu moins, mais bon, il y a cette barre des CAPEX à franchir. Donc, en conclusion,
Juste, voilà, c'est juste pour vous dire, donc, Manergie, voilà, on nous a demandé de préparer donc quelque chose sur la géothermie. L'idée, c'est vraiment enfin, je pense que pour tous les maîtres, les maîtrises d'ouvrage, l'idée, c'est de voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Alors, c'est de la géothermie, mais pas que de la géothermie, ça peut être de la biomasse, ça peut être du solaire thermique. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment toujours d'améliorer l'efficacité énergétique, pardon, et ensuite opter pour les ENR et R, parce que pour l'instant, on n'a pas parlé beaucoup de récupération, mais il y a aussi de l'énergie de récupération adéquate. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Un grand merci, Ekabel, pour cette super intéressante présentation. Et effectivement, c'est vrai qu'il y a ce risque de forage et qui, voilà, qui nécessite aussi du soutien dans les investissements, etc. Donc voilà, je vais passer la parole à Valérie qui va nous parler des pompes à chaleur. Et toutes mes excuses, j'ai très mal présenté Valérie juste avant, mais du coup, Valérie est ingénieure à Uniclimat et elle est responsable des équipements de la chaleur renouvelable et des déclarations environnementales sur ces équipements. Donc voilà, Valérie, la parole Merci. est à vous. Merci beaucoup. Merci Victoria. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots sur Uniclimat peut-être. Pour commencer, Uniclimat, c'est le syndicat des industriels du génie climatique. Donc, ça rassemble ce syndicat professionnel des industriels qui sont implantés en France et qui mettent sur le marché des équipements de chaud, de froid ou de ventilation. Et donc, au sein de ce syndicat, je m'occupe plus particulièrement des équipements de la chaleur renouvelable. Ce syndicat, il regroupe 69 industriels ou groupes et ça représente 87 usines en France. Alors moi, je vais vous parler des pompes à chaleur, donc plutôt des équipements qui s'adressent aux particuliers ou bien aux bâtiments tertiaires ou aux logements collectifs, mais en tout cas qui sont à l'échelle du bâtiment de manière un peu différente de ce qui a été présenté auparavant. Quelques mots sur les solutions PAC. Je ne vais pas vous prendre trop de temps pour vous expliquer le fonctionnement d'une pompe à chaleur, mais très brièvement, la pompe à chaleur est une machine thermodynamique qui contient un cycle thermodynamique. C'est un cycle fermé dans lequel circule du fluide frigorigène. Et donc, dans le principe, cette machine, elle capte des calories sur un univers amont, qui peut être l'air, l'eau ou le sol, et elle transfère cette énergie via le cycle thermodynamique dans un autre environnement qui est, en l'occurrence, l'intérieur de la maison. Ce cycle peut être réversible, c'est-à-dire qu'en inversant le cycle, eh bien, on prend des calories à l'intérieur et on les rejette à l'extérieur. C'est par de cette manière qu'on refroidit des bâtiments. Et dernière chose, pour fonctionner, ce cycle consomme de l'électricité. La consommation d'électricité, pour 1 kilowatt d'électricité, on produit 3 à 4 kilowatts de chaleur. Donc, sur le graphique du milieu, vous voyez un petit peu, je l'ai déjà précisé, mais les différentes sources dans lesquelles on peut capter de l'énergie. Et puis, cette énergie, eh bien, elle est transférée dans le bâtiment, soit dans l'air, donc on va avoir du chauffage par l'air, ou bien soit dans l'eau, ça va passer dans des radiateurs ou des planchers. Et on peut également produire de l'eau chaude sanitaire via un stockage de chaleur, donc d'eau chaude, dans un ballon. Ces pompes à chaleur utilisent des fluides frigorigènes dans leur cycle, un cycle fermé, et on a une réglementation européenne qui s'appelle la F-Gas qui s'applique et qui prévoit l'élimination progressivement de l'impact, enfin, de ces fluides frigorigènes qui sont impactants sur le climat. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le concret,
Les solutions PAC, on va eh bien trouver parmi toutes ces solutions donc des pompes à chaleur RR. Donc le premier mot c'est là où on capte les calories et le deuxième mot c'est la manière dont on les transfère dans le bâtiment. Donc on va avoir là des systèmes qui sont des splits le plus couramment. Donc il y a une unité extérieure avec un ventilateur pour capter l'air. Et puis une unité intérieure, des unités intérieures pour chauffer le logement. Donc ces splits RR sont tous réversibles. On parle souvent de climatiseurs, mais en fait il n'existe pas de système fixe qui ne font que le froid. Ils font tous chaud et froid. Donc ils permettent de faire du chaud, de rafraîchir. Ils peuvent être couplés également à un ballon d'eau chaude sanitaire et aussi couplés à la ventilation. Les pompes à chaleur RO, elles, prennent leur énergie dans l'air, permettent de chauffer via des radiateurs ou un plancher. Elles peuvent produire de l'eau chaude sanitaire et elles sont également réversibles, avec certains types d'émetteurs seulement. La géothermie, c'est le même principe. On va retrouver là, enfin, c'est le même principe, sauf qu'on prend les capteurs dans le sol. On va retrouver plutôt des appareils monoblocs, c'est-à-dire que tout le circuit de fluide est à l'intérieur d'un même bloc. On a également des pompes à chaleur hybrides qui couplent une pompe à chaleur RO avec une chaudière, et puis des chauffe-eau thermodynamiques qui sont en fait des pompes à chaleur imbriquées avec un ballon de stockage et qui permettent de produire de l'eau chaude sanitaire. Ces différents systèmes ont une efficacité prouvée maintenant, puisque l'efficacité d'une pompe à chaleur, on l'a traduit par un SCOP, donc un coefficient de performance saisonnier. Et ce SCOP, sur la saison chaude, donc sur l'année, il est de 3 ou 4 selon les technologies. Donc ça veut dire qu'on divise par 3 ou 4 eh bien, les consommations d'énergie par rapport à un système comme, par exemple, une chaudière. On retrouve par cette efficacité énergétique un gain de pouvoir d'achat. Par exemple, on divise par 2 la facture d'énergie par rapport à une chaudière gaz. Et puis un gain environnemental, puisque ces technologies sont des technologies ENR. Et donc, elles permettent de diviser les gaz à effet de serre, en fait, par rapport à une chaudière fossile, entre 6 et 8 fois moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Alors, les solutions PAC, il en existe aussi, même si c'est plus récent, pour le logement collectif. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Vous avez un guide qui existe sur le site AFPAC. Alors, j'en profite pour préciser ce qu'est l'AFPAC. C'est l'Association française des pompes à chaleur. Donc, nous, Uniclimat, nous sommes des industriels et par secteur, nous travaillons avec des associations de filières. Donc, l'AFPAC pour l'association des pompes à chaleur. Et donc, ce guide permet d'illustrer un petit peu toutes les solutions qui existent pour les logements collectifs. Donc, on retrouve dans les différentes technologies que j'ai évoquées pour la maison individuelle des solutions collectives, mais on retrouve aussi des solutions individuelles, c'est-à-dire une par appartement, et enfin des solutions mixtes qui peuvent être, par exemple, une boucle primaire, basse température, alimentée par une pompe à chaleur, et puis des pompes à chaleur par appartement qui viennent se coupler sur cette boucle d'eau tempérée. Différentes solutions qui peuvent être mises en place pour ces bâtiments. Alors le marché, quel est-il? Eh bien, c'est un marché. Vous avez sur ce graphique en fait le marché de tous les équipements de chauffage central, y compris les fossiles. Et vous voyez que depuis 10 ans, en fait, un peu plus de 10 ans, les solutions PAC qui étaient minoritaires en 2017, eh bien, deviennent majoritaires à partir de 2019-2020 par rapport aux solutions fossiles. On note un fléchissement en 2024, j'y reviendrai, on a, de par le contexte économique,
une baisse du développement de ces solutions de chaleur renouvelable. Alors, le parc installé des pompes à chaleur, j'ai utilisé là des données de l'observatoire, enfin du panorama de la chaleur renouvelable auquel nous contribuons. J'ai pu faire un focus sur les packs aérothermie, c'est-à-dire les packs RR et les packs RO. Nous avons aujourd'hui près de 8 millions d'équipements qui sont installés, donc à fin 2023, avec une prépondérance pour les packs RR, puisqu'elles se sont développées plus tôt que les packs RO. Mais celles-ci donc arrivent enfin progressent fortement les packs RO, et puis des chauffe-eau thermodynamiques, donc en troisième position, qui représente un peu plus de 1,2 million d'unités. Si on regarde les typologies de bâtiments dans lesquels sont installés ces équipements, ils sont majoritairement installés dans des logements individuels, mais également en tertiaire. Donc là, on va retrouver justement plus de pompes à chaleur RR installées dans le tertiaire. Et puis, on a des pompes à chaleur qui s'installent dans le logement collectif. Et ça, c'est un secteur qui commence à se développer. Si on regarde un petit peu ce que ça donne en Europe, là vous avez le stock, donc le parc en fait de pompes à chaleur installées donc année par année jusqu'en 2023. Et je pense qu'on peut être fier d'être le premier marché en fait européen, qui est en bas en bleu. Et donc c'est une bonne chose. Euh, un petit bémol tout de même, puisque au niveau européen, ce n'est pas unique en France, on a ce marché qui baisse en 2024. Donc, ce parc installé de pompes à chaleur aérothermiques, eh bien, c'est le quatrième contributeur en production d'ENR, donc qui inclut l'électricité renouvelable, et c'est le deuxième contributeur de chaleur renouvelable après la biomasse. Et donc, si on regarde les différentes technologies aérothermiques, eh bien, la première contribution à 56% vient des packs RO euh, qui, euh, qui produisent un peu plus de 24 TWh. Les pompes à chaleur RR produisent 16 TWh. Et enfin, les chauffe-eau thermodynamiques qui ont des beaucoup plus faibles puissances produisent 3 TWh. À noter que pour les pompes à chaleur, nous comptabilisons en termes de production de NR une partie seulement des pompes à chaleur, environ 30%, parce que ces 30% de pompes à chaleur RR fonctionnent principalement en chauffage. La filière pompe à chaleur, c'est une filière qui s'est structurée depuis les années 2000. Aujourd'hui, c'est près de 40 sites industriels en France, un peu plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont des chiffres à fin 2023, 46 000 emplois. Et puis, j'y reviendrai un peu plus tard sur les enjeux, des besoins de compétences importants. En termes de filière, elle s'est structurée pour assurer des installations de qualité. Donc, ça passe par quoi? Ça passe d'une part par des produits certifiés, donc par Inter. On a près de 10 000 modèles pardon, de pompes à chaleur qui sont certifiés. Et puis des installateurs qui sont qualifiés RGE, reconnus garants de l'environnement. En fait, c'est une certification avec des exigences en termes de formation et d'audit d'installation. Euh, un peu plus de 15 000 entreprises, hein, puisque ce sont les entreprises qui sont certifiées RGE. Donc, un peu plus de 15 000 entreprises partout en France pour la pompe à chaleur, et puis près de 100 entreprises pour le forage. Ah, j'ai avancé un peu trop. Quelques mots sur les enjeux pour ce marché. Ils sont importants. À l'horizon 2030 et 2050, l'AFPAC a fait
donc des prospectives par technologie jusqu'en 2050, et ça a permis d'alimenter la programmation pluriannuelle d'énergie. On est sur un objectif de 2 millions de pompes à chaleur installées en 2050, pour l'année 2050, et avec une croissance du marché eh bien de plus de 3 d'ici 2050. La PPE, elle retient une progression du parc multipliée par 2. Ce sont des objectifs très ambitieux. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous voyez sur le graphique de gauche que l'enjeu de ce développement, c'est la rénovation des bâtiments, quels qu'ils soient, jusqu'en 2030. Ensuite viendront des enjeux de renouvellement du parc. Et puis sur le graphique de droite, vous avez donc en bas les packs RR, mais en bleu plus clair les packs RO, et c'est elle sur lequel repose le plus gros enjeu en matière de croissance. Donc, un complément sur les enjeux pour ce marché de la PAC. On a eu en 2023 l'annonce par le gouvernement d'un plan PAC avec un objectif de 1 million de PAC installés en 2027, des investissements prévus pour des sites industriels en France, des emplois, 1000 emplois créés dans l'industrie, des emplois très importants également, beaucoup plus importants, 30 000 emplois pour les installateurs et les mainteneurs. Pardon. Et puis également la création d'un centre d'expertise PAC. Donc toutes ces annonces étaient bien sûr très favorablement accueillies par la filière. Néanmoins, on a des conditions qui sont devenues défavorables en 2024 avec une régression, je l'ai évoqué, des marchés. Un contexte quand même d'instabilité des aides, il faut le dire, hein, pour les particuliers, avec des changements une à plusieurs fois par an sur les systèmes d'aide, des réglementations qui peuvent être parfois contradictoires. Bref, un contexte économique difficile, donc qui concerne là toutes les filières, je pense, de la chaleur renouvelable. Et donc, eh bien, on a des défis importants à relever dans ce cadre-là. La filière considère que les objectifs sont toujours valables, même s'ils sont décalés dans le temps. Néanmoins, il faut simplifier les dispositifs d'aide. Il faut développer très rapidement le centre d'expertise pour la PAC, développer et former plus largement la filière d'installateurs et de mainteneurs, et pour cela, développer l'attractivité de ces métiers autour de la pompe à chaleur. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Un grand merci Valérie, et c'est aussi une très belle transition pour toutes les questions d'après. On est oui, aussi concernant le point à propos du déclin des ventes pour 2024, c'était aussi fortement lié au prix de l'électricité, etc. Je sais que l'Union européenne travaille énormément maintenant. Ils ont créé notamment une plateforme dans laquelle Euroheat and Power est également. Et du coup, voilà, donc il y a des mesures qui sont faites à l'échelle française, mais également auprès de l'Union européenne aussi. Je vais aller très rapidement maintenant pour ma partie, parce que je vois qu'il nous reste très peu de temps. J'ai pas envie d'être trop longue là-dessus. Si j'ai surtout très envie de vous écouter et d'entendre vos opinions là-dessus. Donc, voilà, concernant les principales mesures, comme je l'ai mentionné juste avant, il y a cette programmation pluriannuelle de l'énergie avec plusieurs ambitions, comme vous l'avez mentionné Valérie, avec 1 million de pompes à chaleur. Pour le solaire thermique, il y a aussi des objectifs de 6 TWh par heure de chaleur produite en 2030 et 10 TWh en 2035. Il y a aussi plein de mesures pour la récupération de la chaleur fatale qu'on retrouve dedans. Donc, pour rappel, c'est un draft qui est provisoire, mais on va aussi étudier la récupération de la chaleur fatale du nucléaire. D'ailleurs, petite promotion, pour le congrès de Euroheat and Power, on aura une session spécifique sur la question. Ensuite, donc il y a également des mesures pour la biomasse et de nouveau pour les réseaux de chaleur. Juste, voilà, donc il y a des perspectives d'innovation, la volonté de faire une création de mécanismes de garantie pour couvrir les risques de défaillance des industriels, etc. Pour la chaleur fatale, un soutien au développement technologique
des plans d'action nationaux plus spécifiques concernant la géothermie et le solaire thermique. Pareil pour la SNPC, on a pas mal de... Il y a aussi une volonté d'augmenter les parts d'énergie d'énergie nationale renouvelable et de récupération, il me semble. Et donc, par exemple, avec l'objectif de 75% pour les réseaux de chaleur en 2030, une augmentation, et de 80% en 2035, et aussi une volonté d'intensifier les études autour de ça. Donc, voilà, ça, je pense que je peux passer. Je vous enverrai les slides, bien sûr, par après. Et oui, j'avais plusieurs slides, du coup, aussi au niveau des logements, etc. Il y a tout un tas de choses assez intéressantes que j'ai lues, et aussi les mesures principales qui sont mentionnées notamment dans le plan national intégré énergie-climat. Il y a bien sûr cette idée de ma prime rénov', donc pour aider, pour offrir des aides financières aux particuliers pour l'installation de systèmes de chauffage renouvelable, un certificat d'économie d'énergie et le fonds de chaleur aussi de l'ADEME que vous connaissez bien, j'imagine, et les aides France 2030. Alors, ma première question ici sur tous ces aspects-là, donc voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ces mesures qui sont en cours du coup d'évaluation en ce moment. Et donc, j'aimerais bien faire donc, sur ces mesures et aussi donc, les principaux obstacles au développement. Donc, vous avez le droit d'être critique maintenant. Donc voilà, je ne sais pas qui souhaite répondre en premier. Valérie? Je veux bien me lancer. Alors, ces mesures, disons que ces chiffres notamment de la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous y souscrivons pleinement. Nous sommes d'accord avec ces objectifs. Nous avons contribué à les fixer. Néanmoins, on constate qu'on a une décorrélation en fait entre les objectifs et la trajectoire que l'on a. Donc, je l'ai un peu mentionné à partir de, ça avait commencé fin 2023, mais 2024 a été particulière, enfin, illustrative sur ce point, c'est-à-dire qu'on a vraiment un décrochage, une baisse des marchés, et donc on n'est plus dans les objectifs, on n'est plus sur la trajectoire pour arriver aux objectifs qui sont dans la PPE, et ça, c'est une vraie interrogation, un vrai problème. C'est valable pour les pompes à chaleur, mais également pour les équipements solaires thermiques ou biomasse à l'échelle du bâtiment. Et donc, on a besoin d'avoir euh, des, euh, des soutiens, des dispositifs de soutien qui soient stables, pérennes et qui permettent aux filières de se développer sans avoir d'afflux, en fait, comme c'est le cas en 2024 et comme probablement ça va être le cas en 2025. Ok, pardon. Non, je dis effectivement, il faut voir si ces mesures suffisent pour rattraper un peu le coche aussi. Je pense que les ambitions françaises de base étaient un peu plus élevées que les ambitions européennes. Pour rappel, c'est une limite en Europe minimale. Après, les États membres sont tout à fait en droit d'aller au-delà. Auguste, il me semble que vous aviez Ouais. exprimé votre intérêt particulier pour répondre à cette question. Je voulais rebondir aussi en termes enfin, décorrélation qu'on a, ça, en termes d'objectifs et de trajectoire, mais aussi au niveau soit des réglementations ou justement des aides financières qu'on a au niveau de l'État. C'est ça que enfin, tous nos projets, là, toutes les énergies qu'on a présentées ont besoin enfin, d'être accompagnées, que ce soit au niveau réglementairement ou financièrement, comme je disais. Et ça qu'on voit qu'aujourd'hui, d'un point de vue économique, ça ne suit pas. Donc, on a un peu ce manque de trajectoire. Enfin, on a des objectifs en termes d'énergie, mais on n'a pas la trajectoire qui suit et la vision long terme d'un point de vue économique sur justement les aides qui peuvent être apportées sur ces projets.
Donc, c'est aussi un des freins principaux justement de cette augmentation, de cette atteinte des objectifs. Pardon. Ok, et c'est, oui, en termes de fonds, j'imagine, mais aussi de personnel, etc. On a mentionné dans le cas du solaire thermique que l'ADEME, par exemple, intervient pour certains projets spécifiques. Je ne sais pas si l'ADEME fait partie exactement de ce type de mesure ou si c'est à part. Est-ce que peut-être que Claire, vous souhaitez intervenir à ce niveau-là ou pas? Par rapport au rôle de l'ADEME dans le soutien aux filières, Oui, 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 bah, tout à fait. Bah, l'ADEME, c'est le bras armé du financement de tous les projets, de toutes les filières dont on a parlé aujourd'hui. Donc, bien sûr, l'ADEME, au travers de ses différents appels à projets, différents soutiens, soit la production d'énergie ou la récupération de chaleur fatale ou la création de réseaux de chaleur urbains, a bien sûr un rôle fondamental à jouer et de fait lié au budget qui sont votés année après année. Et effectivement, il faut une visibilité. Enfin, l'absence de visibilité peut être un frein à des réseaux 100%. C'est certain. Et d'un point de vue de main-d'œuvre, il y a également ce problème ou c'est surtout financier, c'est surtout. Alors, je ne saurais pas parler pour les autres intervenants. Aujourd'hui, je pense que la France est assez structurée pour former des gens pour travailler dans ces domaines-là. En tout cas, pour moi, c'est pas forcément une ressource critique aujourd'hui pour développer des projets de chaleur renouvelable. Après, si je peux intervenir là-dessus, au niveau des métiers, on va dire, du secteur de la transition énergétique en règle générale, on a quand même enfin, des difficultés à recruter, que ce soit au niveau justement des énergéticiens ou autres bureaux d'études là, qui sont vraiment sur ces projets-là multi-énergie, où on a des plans un peu de formation et de recrutement qui sont mis en place. Je pense que la FEDEN suit pour essayer de rendre un peu les métiers plus attractifs et former plus de personnes dans ces métiers. Ok, très, très bien. Maintenant, j'aimerais bien aborder aussi un point, sauf si quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cette première question. Peut-être juste pour la géothermie, c'est ce qu'a dit Auguste, hein, donc dans le plan national pour développer la géothermie, il y a un axe spécifique sur la formation parce que c'est effectivement l'un des bottleneck en français, je sais plus comment on se dit, mais voilà, c'est l'un des problèmes qu'on avait identifié, oui. Ok, merci beaucoup. Euh, voilà un point dont on a beaucoup parlé et aussi au niveau des pompes à chaleur. Là, c'était d'ailleurs très, très intéressant de la part de Valérie d'aussi, comme je dis, de voir la problématique plus large, enfin, les solutions de façon plus large et on n'était pas concentré principalement sur les pompes à chaleur larges, scale heat pump et pour les réseaux de chaleur. Mais du coup, on parle aussi souvent du coup de mixer ces solutions, ces sources ensemble. Est-ce que vous avez des idées comment faire pour optimiser justement la collaboration entre les différents acteurs de ces différentes sources? Est-ce que ça se passe suffisamment? Est-ce qu'il y a des programmes qui permettent plus de collaboration à ce niveau-là? Moi, je veux bien citer quand même l'exemple dont j'ai parlé un petit peu pendant la présentation, des synergies enfin, ou des complémentarités entre les énergies, et notamment le solaire thermique et la biomasse. Par Mhm. exemple, je parlais des réseaux de chaleur qui sont alimentés par des chaufferies biomasse. Il faut savoir que les chaufferies biomasse, elles ont des minimums techniques en deçà desquels elles doivent être mises à l'arrêt. Donc, lorsque les demandes du réseau de chaleur sont assez faibles, hein, quand on sort typiquement de la période de chauffe, eh bien, sur certains réseaux, du fait de la taille des centrales des centrales biomasse, elles doivent être mises à l'arrêt. Donc, on cherche d'autres sources d'énergie renouvelable. Et typiquement, le solaire thermique permet de produire l'énergie sur ces mois d'été. En tout cas, on a une bonne complémentarité entre ces deux moyens de production, l'un qui va être
au cœur de l'hiver et en mi-saison, et l'autre qui va être pleinement opérationnel en été. Ça, c'est un des exemples, mais bien sûr, ça fait partie des missions des bureaux d'études comme Manergie et les autres, hein, de regarder à travers cet ENR choix quelles sont les ressources locales à prioriser et comment mixer effectivement les unes les autres pour pouvoir atteindre le maximum de NR sur un territoire. Et juste, j'ajoute que le stockage thermique, dont j'ai finalement assez peu parlé pendant ma présentation, lui, il permet de stocker différents moyens d'énergie renouvelable et donc d'augmenter cette couverture par la récupération de chaleur, par la biomasse, par d'autres moyens de production. Et donc, il est vraiment un lien entre ces différents moyens de production et il les rend assez compatibles. Ok, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur ce point? Oui, sur la question du mix énergétique, effectivement, on travaille sur. Alors, c'est vrai qu'en Ile-de-France, quand on regarde ENR Choix, bon, la géothermie, c'est quand même enfin, a une place de choix puisque on a des valeurs, enfin, de la chaleur en volume important. Et c'est vraiment très adapté puisqu'on a aussi des réseaux de chaleur qui sont plutôt importants aussi. Après, c'est vrai que voilà, c'est aussi, on a des data centers qui s'installent. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'en termes de nombre de data centers, de projets de data centers, c'est assez ahurissant le nombre de data centers qui vont s'installer en Ile-de-France. Et là, il y a de la chaleur à récupérer. Donc, nous, on travaille sur justement du complément sur des réseaux qui sont déjà avec de la géothermie, mettre des data centers pour justement compléter un petit peu le taux NR. Et comme disait Claire, c'est aussi des systèmes où, par exemple, on peut faire du préchauffage. Par exemple, on a un réseau qui est en biomasse, une petite géothermie. Alors, c'est pas de la géothermie sur Dogger, c'est de la géothermie sur Albien, qui permet de préchauffer l'eau avant qu'elle repasse dans la biomasse. Donc voilà, c'est des systèmes combinés qu'on utilise pour optimiser les taux NR. Oui, très intéressant. Intéressant. Oui, euh, effectivement, j'ai entendu parler de cette technique. Est-ce que aussi à ce niveau-là, je veux savoir par rapport aux évolutions technologiques, donc on parle de ces mix, etc. Est-ce que vous voyez ça aller plus loin ou est-ce qu'individuellement, ouais, donc voilà, et où est-ce qu'individuellement vos technologies, vos sources d'énergie pourraient se développer différemment dans les 5 à 10 années à venir, par exemple? Si je peux démarrer, pour les pompes à chaleur, il y a de belles perspectives dans les couplages, notamment les couplages avec le photovoltaïque, Mhm. puisqu'on a une consommation d'électricité qui est nécessaire. Donc le couplage avec le photovoltaïque permettra d'assurer une solution 100% ENR. Ensuite, on a toute la partie couplage avec le réseau, avec la possibilité pour la pompe à chaleur de se délester, de faire du délestage par rapport au réseau, ou bien d'optimiser par rapport au tarif de l'électricité, d'optimiser la facture. Et puis, il va y avoir également des évolutions, des travaux nécessaires pour tout ce qui est alors, c'est même pas intégration des unités extérieures, mais c'est des pompes à chaleur sans unité extérieure pour les logements collectifs. Donc, il y aura nécessairement un travail sur ce plan-là côté pompes à chaleur. Intéressant. Oui, c'est vrai que pour les pompes à chaleur, j'ai aussi entendu pas mal sur pas mal de choses concernant le développement des gaz naturels, donc tout ce qui est CO2, ammonium, etc., qui devrait augmenter pas mal. Vous avez parlé du F-gaz tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est toute une question. Après, bon, pour les plus larges installations, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que au niveau des pompes même en termes d'efficacité. Et oui, le point pour Ecapel où je voulais en venir, c'est qu'il me semble avoir lu aussi dans la législation française que les data centers allaient maintenant être obligés en fait de redistribuer leur chaleur, si j'ai bien compris. Je pense que c'est pas encore confirmé, mais je sais pas si vous pouvez revenir là-dessus, mais
Alors, j'ai pas d'informations non plus, mais je sais qu'au niveau local, des fois, ce sont des permis de construire en fait qui obligent les data centers à fournir de l'énergie. Euh, Jusqu'à présent, on a étudié sur des projets existants. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que généralement, les data centers n'aiment pas trop qu'on aille fouiller sur leur toit parce que pour eux, une milliseconde de perdu sur des transferts de données, c'est très grave. Donc, elles n'aiment pas trop ça. Par contre, sur du neuf, oui, on essaie de les intégrer. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite parler d'avancées technologiques? Ok, je pense qu'on peut finir rapidement du coup sur plus. Oh, ça, c'est quelqu'un. On peut maintenant peut-être parler on a beaucoup abordé les questions européennes, françaises, etc. Au niveau des acteurs locaux, des acteurs locaux, des collectivités locales, etc. Il y a un énorme driving force à ce niveau-là. On parle souvent de bottom-up en anglais. Donc les idées, le mouvement, etc. vient souvent de collectivités locales. Et j'aimerais bien savoir un petit peu si vous souhaiteriez parler de votre expérience à ce niveau-là. Quel est le rôle, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer à ce niveau. Moi, je veux bien parler un peu des expériences qu'on a pour le développement de la production solaire thermique et j'en ai parlé un petit peu. Euh, donc, c'est les difficultés qu'on rencontre principalement, bien sûr, c'est la concurrence avec une énergie fossile qui est parfois peu chère, en tout cas qui varie beaucoup. Donc, quand on parle des industriels qui ont une vision voilà, qui est un peu plus court-termiste que des collectivités, le prix du gaz du moment pas mal influé sur les décisions stratégiques pour la fourniture de chaleur. Euh, et l'autre point assez important aujourd'hui, c'est le foncier. Sur ces solutions-là, on l'a dit, et puis sur les solutions de stockage de chaleur aussi, il est nécessaire voilà, de mobiliser 1 à plusieurs hectares de foncier dans alors, quand on parle des industriels, ils sont plutôt excentrés, mais par rapport aux centres urbains, mais sinon, il faut trouver du foncier dans des centres urbains avec une concurrence du foncier qui est très importante et puis aussi les objectifs en termes de ZAN en France. On appelle ça le ZAN, c'est le zéro artificialisation nette. Donc, il faut baisser ses consommations de foncier et en particulier en France, il y a une dérogation sur la production photovoltaïque, donc production de solaire électrique. Mais cette dérogation n'est pas accordée au solaire thermique, par exemple. Or, le solaire thermique doit se développer au plus proche des villes et au plus proche des réseaux de chaleur, puisque la chaleur se transporte un peu moins bien que l'électricité. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une difficulté, en tout cas, pour de ne pas être, de pas pouvoir cette dérogation équivalente au solaire photovoltaïque pour le solaire thermique. Ok, très, très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite répondre à cette question également. Oui, je veux bien rapidement sur les pompes à chaleur, puisque je pense qu'au niveau des collectivités, les solutions déjà qui sont les solutions de pompes à chaleur qui sont utilisables sur les bâtiments des collectivités sont assez méconnues. Donc une première chose qui peut être intéressante pour ces collectivités, c'est de s'informer sur les solutions qui existent sur leurs bâtiments. Ensuite, je pense que les collectivités sont un bon relais pour les particuliers sur eh bien les aides, les technologies, etc. C'est une information qui est donc euh, qui est de proximité pour les particuliers et qui était intéressante à relayer, je pense. Et dernier point, ça concerne plutôt les règles d'urbanisme. C'est important, me semble-t-il, que les collectivités se saisissent de ces technologies qui ont une unité extérieure, etc., et d'avoir des exigences d'intégration architecturale.
dans les règles d'urbanisme. Ok, merci beaucoup, très très intéressant. Euh, voilà, je vois qu'on est un petit peu au-delà du temps. Euh, pour finir, j'aimerais bien savoir si vous souhaiteriez avoir un petit mot de la fin et en général, voilà, quel engagement devrait émerger à la suite de cette table ronde? Qu'est-ce que vous aimeriez qui se produise au niveau, soit entre collaboration entre les différentes technologies et sources, soit d'un point de vue plutôt politique. Voilà. Allez, Si Guillaume, je peux me commence. permettre. Ah, pardon. Ah, désolé. Non, c'est vrai que je pense que le contexte politique à partir de juillet, enfin juin-juillet de l'année dernière jusqu'à présent n'aide pas vraiment. Voilà, le fait qu'on n'ait pas un gouvernement très stable, qui soit menacé à chaque fois en vote sanction, c'est pas évident. Et malheureusement, il nous faut beaucoup de stabilité. Enfin, on voit sur des gros projets, quand on a des projets de géothermie qui se font sur 5 ans, 6 ans, ne pas savoir combien est-ce qu'on aura de subventions, c'est quand même très, très difficile. Mais bon, là, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas forcément en vouloir au gouvernement, à moins d'en vouloir aux 60, alors je ne sais plus combien on est, mais 66 millions de Français, de voter pour une majorité. Voilà, malheureusement, on subit un petit peu la situation. Nora, je vois que vous devez partir. Est-ce que vous souhaitez avoir le petit mot de la fin avant? Non, mais je vais juste. Je pense que beaucoup de choses ont été dites et on est totalement alignés avec tout ça. Peut-être nous, notre vision, effectivement, c'est ce travail de toute façon avec différents acteurs, d'avoir une vision globale et avoir des échanges parties prenantes au niveau local pour construire les projets, partager à la fois la valeur mais aussi les risques sur les projets. Je pense aussi que ça peut être une solution. Nous, la force publique, on en attend bien sûr un certain nombre de choses, dont des trajectoires, dont un cadre réglementaire, dont des subventions, mais que néanmoins, je pense aussi qu'en tant que secteur privé, on a toute notre part et qu'en tout cas, nous, on délivre déjà dans les territoires et qu'on est prêt à délivrer davantage, bien sûr, en ce qui nous concerne. Parfait, c'est une très, très belle fin. Je sais pas si quelqu'un souhaite rajouter quelque chose. Je vais revenir sur les petits équipements. On a bien sûr, nous aussi, besoin de stabilité. On a besoin de simplicité dans les dispositifs d'aide pour avoir de la visibilité. Et puis, il y a tout un secteur qu'on aimerait voir se développer. Eh bien, ce sont les bâtiments des collectivités, travailler avec des bailleurs sociaux, des promoteurs. Donc, si il y en a parmi les personnes qui participent à ce webinaire, eh bien, je vous invite à aller sur le site de l'AFPAC où il y a beaucoup d'informations. C'est un centre de ressources intéressant. Parfait. Un grand merci à vous tous. C'était extrêmement intéressant. J'ai personnellement appris beaucoup de choses. J'espère que les personnes dans le webinaire également. Et donc voilà, pour le petit mot de la fin, je suis ravie d'avoir entendu tout ça. Voilà, tous les acteurs ici présents sont prêts à délivrer de ce que j'entends et pour arriver pour arriver aux objectifs climatiques de la France et de l'Union européenne. Et donc, il manque un peu de simplicité, de stabilité et de fond aussi. Mais voilà, un grand merci. Et oui, pour finir, j'aimerais vous prévenir que, comme vous pouvez le voir à l'écran, il fallait que je répète un point important qui était que vous pouvez donc rejoindre la conférence annuelle qui proposera des sessions réseautage, pardon, de présentation sur les défis des innovations en matière de chauffage et de refroidissement. Et donc, les événements sont organisés en collaboration avec la journée d'information du cluster 5 d'Horizon Europe qui se tiendra le 6 mai à Bruxelles. Et vous êtes tous les bienvenus pour participer et rejoindre donc, cet événement. Un grand merci à vous tous et passez une bonne fin d'après-midi. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.